Bonjour à tous. Elle est belle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est la première chose que Bertrand nous a dit quand on a commencé à préparer l'atelier. Je trouve cette molécule vraiment belle dans sa symétrie, dans sa simplicité, le premier élément chimique, l'origine de l'univers. Alors cela dit, elle a quand même son petit caractère. Donc d'abord, c'est une fugueuse. On a du mal à la faire tenir en place. Et puis quand on la secoue un peu, elle a vite fait de vous sauter au nez. Donc elle est un peu beauté fatale. Alors beaucoup pensent que l'hydrogène a un vrai avenir en matière de stockage d'énergie, en particulier dans la mobilité. Et beaucoup d'acteurs commencent à investir massivement dans le développement des filières hydrogènes. On le voit en Asie, au Japon, en Corée, en Chine, en Europe également, en Allemagne, en France, et même en France dans les régions, il y a beaucoup d'initiatives. Donc on voit que quelque chose est en train de se passer en termes d'investissement, y compris chez les entreprises. Alors, pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour que l'hydrogène serve effectivement à décarboner l'économie, il faut que l'hydrogène change de couleur. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, elle est principalement produite par vapocraquage du méthane, une énergie fossile. Donc c'est, je crois, l'hydrogène brun. On peut faire de l'hydrogène à partir de charbon, c'est l'hydrogène gris ou noir. Donc il faut réussir à la peindre en vert en la fabriquant à partir d'énergies renouvelables, comme l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique. Alors il y a beaucoup de débats, en fait, autour de l'efficacité de l'hydrogène comme moyen de stockage de l'énergie, sur son bilan économique, sur son bilan énergétique, sur son bilan écologique également. Alors on n'est pas là aujourd'hui pour solder ces débats qui sont intéressants. Le sujet du jour, c'est la sécurité de la filière hydrogène. On a la conviction finalement que cette filière ne peut se développer de manière harmonieuse que par la compréhension, la connaissance et puis la maîtrise de ces risques. Alors, en termes de scope, on ne va pas parler de l'hydrogène qui est déjà utilisé dans l'industrie de manière traditionnelle. Ce n'est pas le sujet parce que voilà, c'est déjà des modes qui sont, on va dire, sous contrôle. On ne va pas non plus parler de l'hydrogène comme combustible pour alimenter un moteur thermique. Le scope, c'est vraiment l'hydrogène qui alimente une pile à combustible, qui produit l'électricité qui alimente un moteur et un moteur qui fait bouger un véhicule. Donc, on est dans le cadre de la mobilité. Par contre, on va s'intéresser au risque, en fait, sur l'intégralité de la chaîne de valeur, puisque au-delà du point d'usage final d'utilisation de l'hydrogène, le véhicule, l'hydrogène, il faut bien la produire, il faut la stocker, il faut la transporter et ensuite la distribuer. Donc on va vraiment regarder le sujet sur l'ensemble de cette chaîne. Bon, pour traiter le sujet, donc on a rassemblé un panel somptueux. Alors, ils viennent d'horizons très divers, mais par contre, ils ont un point commun, ils sont tous un peu amoureux de l'hydrogène. Donc, nous avons tout d'abord Marianne. Marianne va nous faire rêver. Marianne Tavares, qui vient de l'Air Liquide. Elle est VP Marketing Business, précisément de la filière hydrogène. Donc, Marianne va nous parler du marché hydrogène aujourd'hui, de sa projection à un horizon 2030, et puis nous parler également de toute cette chaîne logistique qui doit se mettre en place pour que ça fonctionne. Ensuite, nous avons Bertrand. Donc Bertrand va nous faire peur. Alors Bertrand est expert à Polyexpert. Il est responsable du pôle recherche des causes et circonstances incendie-explosion. Donc il arrive plutôt quand ça a déjà fait boum. Il est par ailleurs docteur en physique et spécialité de la combustion. Donc Bertrand va dénuder pour nous la molécule, révéler ses propriétés physiques et chimiques, parler des réactions qu'elle peut générer, que ce soit des réactions contrôlées ou incontrôlées, donc des scénarios d'accident potentiels que la molécule peut générer, mais toujours par comparaison
entre le risque hydrogène et puis le risque d'autres combustibles classiques qui sont déjà très, très présents dans nos vies quotidiennes. Ensuite, nous avons Sophie. Alors Sophie va essayer de nous rassurer. Oui. Donc, Sophie Collomb de CIA Consulting. Bonjour. Bonjour Sophie. Sophie est à distance. Donc Sophie a un PhD en sécurité et fiabilité des systèmes mécaniques complexes. Et elle a une large expérience en termes de consulting au soutien des industriels ou des utilisateurs de l'hydrogène de manière à sécuriser les systèmes d'hydrogène qui sont en cours d'installation. Donc Sophie va nous parler finalement des barrières de protection qui peuvent être mises en place, du principe de protection applicable au système hydrogène, des barrières de protection et également des enjeux de type organisation ou formation autour du développement de cette filière. Et puis enfin Xavier. Donc, Xavier va essayer de nous rendre plus intelligents collectivement. Xavier Manfield est d'AXA France à la direction des partenariats. Il est responsable en particulier et co-leader de groupes de travail sur l'hydrogène d'AXA. Donc Xavier va nous donner sa vision aujourd'hui de cet écosystème hydrogène, de comment il souhaiterait le voir évoluer et puis en particulier faire un focus sur le rôle de l'assurance parce qu'on n'imagine pas que cette filière puisse se développer sans le secours de l'assurance, et pas seulement en transfert de risque, mais également en support prévention. Donc les futurs marchés de l'hydrogène. Marianne, l'hydrogène, combien de divisions? Merci Michel. Bonjour à tous. Pour reprendre quelques mots que Michel mentionnait, effectivement, je pense qu'il est important de noter et de rappeler que l'hydrogène n'est pas nouveau. Michel, tu mentionnais les usages dans l'industrie, et effectivement, il est largement utilisé dans le domaine industriel, dans des applications comme la sidérurgie, comme la raffinerie, dans certaines industries agroalimentaires. Nous, typiquement, chez Air Liquide, c'est notre métier depuis plus de 50 ans, et pour vous donner un ordre de grandeur, on en produit un peu plus d'1 million de tonnes par an. On a 1800 km de pipeline et plus de 50 unités de production. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en fait, c'est effectivement le caractère décarboné de l'hydrogène. Et c'est là qu'on a un vrai intérêt, et c'est là qu'arrive le buzz, puisqu'effectivement, on est aujourd'hui convaincu du rôle que va pouvoir jouer l'hydrogène, quand il est décarboné, dans la transition énergétique et dans la décarbonation du transport. Donc c'est clairement une solution. Alors, je ne dis pas que c'est la seule. Il y a aujourd'hui d'autres solutions. La batterie en est une qui va aussi accompagner la décarbonation du transport. Mais l'hydrogène est clairement une solution intéressante, et en particulier pour certains usages de mobilité lourde ou intensive. Alors, pour vous donner peut-être quelques chiffres, ça sera aussi intéressant. Quand on regarde aujourd'hui... on va revenir... Tu es allé trop vite, Michel, tu t'es projeté en 2030. On va revenir en 2021. Si on revient en 2021 et qu'on regarde un peu, effectivement, il y a énormément de buzz. Vous avez entendu parler probablement des trains à hydrogène, des bus à hydrogène, des avions à hydrogène. Aujourd'hui, en fait, on estime qu'on a un peu plus de 45 000 véhicules qui sont sur la route au niveau mondial. Alors, je mets de côté les 30 000 chariots élévateurs qui sont un cas spécifique, mais il faut garder cette ordre de grandeur d'un peu plus de 40 000 véhicules sur la route. Alors, c'est pas énorme. Pour autant, c'est 6 fois plus qu'il y a 5 ans. On ne le voit pas forcément sur ce transparent, mais il y a une certaine disparité géographique aujourd'hui. On a clairement des régions qui sont un petit peu plus avancées, comme la Californie ou comme certains pays d'Asie, la Corée et le Japon. Alors ces différences géographiques, elles s'expliquent principalement soit parce que derrière on a des plans de développement, des incitations publiques pour le développement de la mobilité hydrogène, soit parce que, et c'est le cas dans certains pays d'Asie, on a aussi des champions nationaux, des constructeurs automobiles qui sont des champions nationaux et qui poussent sur ce développement. Ce qu'on voit depuis quelques années, c'est un basculement de la mobilité individuelle, donc du véhicule passager, vers des mobilités, comme je disais, un peu plus lourdes, comme le bus, comme le camion. Et c'est une tendance qui s'accélère et qui va continuer à s'accélérer, puisque c'est là qu'on a d'abord des enjeux de décarbonation qui sont très forts, et ensuite c'est là où l'hydrogène est le meilleur cas d'usage, parce que ce sont des applications qui ont une contrainte de poids très importante, qui sont souvent sur des longues distances, très intensives, et qui ont besoin de se ravitailler, de faire le plein assez rapidement. Si on se projette en 2030, voilà, donc là on a un gap, peut-être juste un chiffre, on va multiplier, on anticipe
de multiplier par 70 le nombre de véhicules présents sur la route d'ici 2030, avec certains secteurs qui vont continuer à s'accélérer, c'est ce que je vous le disais, les véhicules utilitaires, très clairement, les camions et les bus. Alors, tout ne va pas basculer du jour au lendemain. On a aujourd'hui des maturités qui sont un peu différentes, suivant les différents segments. Le bus, par exemple, c'est un secteur où on commence à avoir un certain nombre de modèles. On a une quinzaine de modèles de bus qui sont disponibles. On commence à avoir des appels d'offres, donc on est vraiment proche d'une application commerciale. Pour ce qui est des camions, et là le segment majoritaire c'est surtout du transport longue distance, on est plutôt encore sur des stades de prototype. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une marche et il va y avoir une accélération énorme d'ici 2030. Clairement, cette accélération, elle ne se fera que si on arrive à lever les barrières et les challenges qui sont derrière le développement de l'hydrogène. La disponibilité des véhicules, la disponibilité des infrastructures, la disponibilité de l'hydrogène, la disponibilité de certaines subsidies, enfin incitations financières. Donc c'est tout un écosystème qui doit se mettre en marche. Dans cet écosystème, on a effectivement historiquement les gaziers, dont je fais partie, mais c'est aussi l'ensemble des acteurs de la mobilité, que ce soit les fabricants de véhicules, que ce soit les transporteurs quand on parle du transport. Ce sont aussi les instances publiques, c'est aussi les financeurs, les fonds d'investissement qui ont un rôle clé, puisque c'est un segment dans lequel on va avoir un impact très fort du développement de l'infrastructure qui est très consommatrice d'investissement. Donc il y a vraiment une notion de fédérer tous ces écosystèmes pour pouvoir accéder à cette marche-là. Donc parmi les acteurs de l'écosystème, effectivement les gaziers sont un acteur clé dans la production et la distribution d'hydrogène bas carbone. Donc on voulait faire un petit focus juste sur cette chaîne de distribution que mentionnait Michel précédemment. Donc voilà, donc c'est un peu simplifié, mais ça vous permet d'avoir les grandes briques de ce qu'est la chaîne de distribution de l'hydrogène, depuis la source d'énergie jusqu'au cas d'usage. Donc là, vous avez un camion, mais potentiellement, et c'est ce qu'on voit, à horizon 2030-2035, on devrait aussi voir des bateaux et des avions, parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs, et notamment des champions français, qui travaillent sur l'avion à hydrogène. Donc, vous voyez ici les différentes étapes, depuis le sourcing de l'énergie en passant par la production. Et ensuite, on a, je dirais assez schématiquement, deux chaînes de conditionnement et de distribution. Une chaîne dans laquelle on va transporter l'hydrogène sous sa forme gazeuse et une autre chaîne sous laquelle on va transporter l'hydrogène sous forme liquide. Alors aujourd'hui, une des questions qui était posée, aujourd'hui il n'y a pas une chaîne de distribution qui est prédominante, même si nous en tout cas Air Liquide on croit beaucoup à la chaîne de distribution liquide, qui est particulièrement adaptée notamment à des gros volumes, à des distributions intensives. Pour autant, aujourd'hui, le choix de la meilleure chaîne de distribution va vraiment dépendre de la demande, de l'écosystème, de la localisation et d'un certain nombre d'autres paramètres. Et c'est le métier, en tout cas c'est notre métier à nous, de mettre en place la meilleure chaîne de distribution pour répondre aux besoins du client. Et les besoins de nos clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est un approvisionnement en hydrogène bas carbone qui soit fiable et sûr, au meilleur coût aussi. Mais vraiment, il y a cette notion d'avoir une fiabilité et une sécurité de l'approvisionnement, et on en reparlera avec mes collègues, je pense, dans la foulée. Ce qui est important de noter, pour revenir sur cette marche, sur ce x70, clairement, ce que ça veut dire, c'est que ça soulève aussi de nombreux enjeux sur cette chaîne de production, sur cette chaîne de distribution. On va multiplier les points de production, on va multiplier la distribution, on va multiplier les points d'usage. Donc du coup, il y a vraiment un enjeu derrière cette accélération et cette multiplication de conserver les critères et les référentiels en termes de sécurité. Et ça, c'est très important. Et l'autre enjeu aussi, par rapport à, pour reboucler effectivement sur historiquement les usages industriels, ce qu'on voit nous, c'est aussi du coup des usages qui vont passer d'un environnement industriel à un environnement plutôt urbain, puisqu'on va avoir des stations-service qui vont être dans les villes ou en périphérie des villes. Donc ces deux éléments-là, l'accélération de la production et un déplacement plutôt d'un environnement industriel vers un environnement plutôt urbain, font qu'il y a un véritable challenge autour de la sécurité de toute cette chaîne de valeur. Merci beaucoup, Marianne. Alors, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau, voilà, après chaque séquence. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Si on n'a pas, moi, j'ai
Voilà, j'avais en tête deux sujets, Marianne. Donc, tu es de l'Air Liquide. Est-ce que l'Air Liquide a des projets d'investissement significatifs dans ce domaine? Au-delà des paroles, est-ce qu'il y a effectivement des actes et des engagements? Alors, clairement, à Air Liquide, je pense qu'on a été dans les premiers à croire à l'hydrogène pour la mobilité. Et notamment, on a cofondé il y a 5 ans le Conseil de l'hydrogène, avec une vraie volonté et une vraie vision sur l'hydrogène mobilité. Depuis, on a fait près de 500 millions d'investissements dans des assets spécifiques pour l'hydrogène mobilité, que ce soit des unités de production d'hydrogène ou que ce soit par exemple des stations de distribution. On a installé plus de 120 stations de distribution, donc tout à l'heure je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'avez probablement vu, on estime à peu près à 600 le nombre de stations dans le monde, donc on a énormément investi et on a, dès l'année dernière, pris des engagements assez ambitieux en termes de développement durable, mais aussi en termes d'investissement sur l'hydrogène, où on envisage d'investir plus de 8 milliards d'euros d'ici 2035 et un équivalent de 3 gigawatts d'électrolyse d'ici 2030. Et puis on mène aussi ce combat, pas tout seul, puisqu'on a aussi un certain nombre de partenariats qu'on met en place, alors avec des sociétés comme la tienne, Michel. Et on a aussi été à l'origine de la création d'un fonds avec Total Energy et Vinci sur le développement pour le financement d'infrastructures hydrogène. Donc voilà, un certain nombre de... Je pense qu'on y croit, en fait. Une autre question, là. On sent que finalement le déploiement de toute cette chaîne de valeur entre la production jusqu'à la distribution, c'est un enjeu essentiel pour que la filière se lance. Quel scénario vois-tu dans le développement de ce maillage des territoires nécessaires? Alors ce qu'on essaye de construire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a un décalage du véhicule passager vers du véhicule plus utilitaire et véhicule lourd, c'est d'aller chercher d'abord des segments où l'hydrogène fait vraiment du sens par rapport à d'autres technologies, et c'est le cas sur ces segments de mobilité lourde, et ensuite d'aller chercher finalement des segments, des écosystèmes qui sont clos ou captifs, et où en fait on va avoir une demande qui est plutôt prévisible, assurée. On va avoir un refueling qui est contrôlé. Donc souvent on parle de flottes de flottes captives et qui vont se faire le plein dans un dépôt et non pas de manière dispersée. Donc l'idée c'est vraiment de commencer par ces écosystèmes clos, ces flottes captives où on a une station dans un dépôt, pour ensuite mutualiser les usages autour de ces écosystèmes. Donc c'est vrai sur les flottes captives. D'autres écosystèmes qui sont aussi intéressants dans le maillage, ce sont les ports, les aéroports, parce qu'on y retrouve une multitude du coup d'applications, bien sûr des applications camions, poids lourds, mais aussi on a très rapidement un lien entre ces écosystèmes portuaires et aéroportuaires par le train vers d'autres écosystèmes. Donc c'est un peu comme ça qu'on envisage aujourd'hui le maillage. Ça permet d'avoir du coup au niveau de l'infrastructure une approche beaucoup moins dispersée et du coup de faire monter en échelle par ces écosystèmes d'usage intensif. Merci beaucoup, Marianne. Donc Bertrand, la parole est à l'accusation. Donc voilà, c'est une belle molécule, mais avec ses risques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu d'abord sur les propriétés chimiques, physiques, les réactions et puis les scénarios d'accident potentiels? Bon, déjà, un petit peu de sémantique, parce qu'en réalité, on ne devrait pas dire hydrogène, mais dihydrogène. Parce qu'en fait, ce gaz est constitué d'une molécule de 2 atomes d'hydrogène. Et cet atome d'hydrogène, il a la caractéristique d'avoir la masse atomique la plus faible de tous les éléments chimiques de l'univers. Donc c'est le gaz qui est le plus léger de tous. Il est 14 fois plus léger que l'air. Et c'est un gaz qui est inodore et incolore. Si on associe l'hydrogène avec l'oxygène, 2 types de réactions possibles. La première, c'est l'hydrogène et oxygène restent séparés par une membrane. C'est la réaction qui est mise en jeu dans une pile à combustible. Hydrogène et oxygène ne sont jamais en contact. Ils sont séparés par une membrane étanche. Lorsque l'hydrogène vient au contact d'un catalyseur, une réaction électrochimique se met en place et on génère de l'électricité et de la chaleur. C'est cette électricité qu'on va utiliser pour la mobilité du véhicule. Deuxième type de réaction d'oxydation, c'est lorsqu'on mélange du coup directement l'hydrogène et l'oxygène, et si à ce mélange on apporte une énergie d'activation, on crée une réaction de combustion, et là on a une flamme.
c'est plutôt ce second type de réaction d'oxydation qui peut être craint si toutefois il n'est pas maîtrisé. Donc la réaction de combustion sur l'hydrogène proprement dit, ben oui, je disais que cette molécule est belle, mais cette réaction est aussi la plus belle parce qu'elle est la plus simple. Hydrogène plus oxygène donne de l'eau. Pour tous les autres combustibles, lorsqu'on fait la même association du combustible avec de l'oxygène, on obtient de l'eau, mais on obtient aussi du CO2 ou du CO et des particules de suie. Ça veut dire qu'avec une flamme d'hydrogène, on n'a pas de gaz carbonique et on n'a pas de particules de suie. Dans les images qu'on vous présente ici, la flamme à gauche est 100% méthane, donc du gaz de ville, et on voit bien la formation des particules de suie qui émettent dans le jaune. Hein, ce qui est jaune au niveau de la flamme, ce sont des particules de suie portées à haute température. Et quand on se déplace vers la droite, on augmente le dosage d'hydrogène dans le gaz pour arriver à droite à la flamme qui est entourée, qui est 100% hydrogène. Et là, il n'y a plus de particules de suie. Et uniquement un rayonnement rouge qui correspond en fait à la vapeur d'eau portée à haute température. Donc la combustion d'hydrogène, c'est une combustion propre, sans formation de gaz carbonique. D'accord ? Et donc s'il n'y a pas de formation de gaz carbonique, il n'y a pas de jaune, donc c'est une flamme qui est moins dangereuse, puisqu'une flamme jaune émet en rayonnement et elle peut favoriser la propagation de l'incendie. Alors, désolé, on va vous imposer. On commence à devenir plus violent. L'historique classique. Ouais, historiquement, et dans l'inconscient collectif, je pense que le risque hydrogène, il est attaché à cet événement qui a été l'explosion du dirigeable Hindenburg en 1937. Ce dirigeable était effectivement gonflé à l'hydrogène, tout simplement parce que ce gaz est 14 fois plus léger que l'air. Mais bon, les accidents avec l'hydrogène sont exactement les mêmes. Les événements possibles sont exactement les mêmes que pour tout autre gaz. Et ces événements sont de trois natures. Il y a la première qui est l'explosion d'un nuage de gaz, la seconde qui est le feu torche ou flamme G, et le troisième qui est le blève, l'explosion d'un liquide, d'un réservoir sous pression. On va venir en détail là-dessus. Donc le premier, c'est le phénomène d'explosion d'un nuage de gaz. C'est un phénomène qui est assez récurrent malheureusement. C'est le phénomène qui s'est produit rue de Trévise en 2019 ou à Quiberon en 2018. Il y a une fuite de gaz. Ce gaz se mélange avec l'air et lorsqu'on a un apport d'énergie, ça s'enflamme. Ça s'enflamme et ça provoque un effet de souffle. Ce qu'on peut dire, c'est dans le cas de ces deux accidents, c'est du gaz de ville qui est mis en jeu. Avec l'hydrogène, ce risque va être plus faible si la fuite se produit à l'extérieur. L'hydrogène a la caractéristique de diffuser et de se diluer très rapidement dans l'air. Donc si la fuite a lieu en milieu ouvert, très rapidement, le gaz va diffuser. Par contre, si la fuite a lieu en milieu fermé, le risque demeure. Il est identique à celui que vous avez sous les yeux. Donc ça, c'est le premier phénomène, l'explosion d'un nuage de gaz. Le deuxième, c'est la flamme torche. La flamme torche, c'est en fait la libération contrôlée du gaz, ou non contrôlée d'ailleurs, sur une fuite. Et ce gaz, au fur et à mesure qu'il est libéré, il se consume au contact des flammes. Les images que vous voyez là sont des images sur du GNV et non de l'hydrogène, tout simplement parce qu'on ne verrait pas, ou pratiquement pas, la flamme en hydrogène, puisque, comme je vous le dis, elle ne produit pas de particules de suie. Donc, ce type de phénomène lié à la libération d'un gaz sous pression dans un réservoir, si ça se produit à l'extérieur et si le véhicule est en extérieur, on dira que c'est très peu impactant et que les risques sont faibles. La question qu'il faudra se poser, c'est si cet événement se produit sur des véhicules stationnés dans des parkings couverts. Il y a lieu de s'interroger sur l'impact de la flamme torche sur les structures du bâtiment. Le troisième phénomène, c'est ce qu'on appelle le blève, qui est l'explosion d'un réservoir sous pression, sous contrainte du feu. Dans ce cas-là, le réservoir est chauffé par l'environnement. Loi de la physique, quand on chauffe un gaz, la pression à l'intérieur du réservoir monte, et la pression, lorsqu'elle devient trop importante, provoque la rupture du réservoir.
Donc instantanément, le gaz est libéré et il s'enflamme, provoquant 3 effets. Il y a un effet thermique lié à la boule de feu qui est généré, un effet de souffle qui est le corollaire de l'effet thermique, et le troisième effet, qui est souvent aussi dévastateur, c'est les effets missiles. Ce sont les éléments de réservoir ou de matière enflammée qui sont projetés par cet événement-là. Pour illustrer ça, on va vous présenter une petite vidéo. Alors, ça n'est pas une vidéo sur un réservoir d'hydrogène, puisque, comme je vous disais, il y a très peu d'images parce que les flammes ne sont pas visibles. On a ici affaire à un réservoir de propane qui est mis sous contrainte d'un incendie. Vous allez voir que quand la pression augmente à l'intérieur de ce réservoir, la soupape de sécurité joue son rôle. Il y a libération du gaz et formation de la torchère. Et là, lorsque la soupape ne fonctionne plus, la pression continuant à augmenter, elle provoque la rupture du réservoir avec la fameuse boule de feu et l'effet de souffle dont je vous parlais. Ça, c'est le phénomène de Bleve. Bertrand, rassure-nous, là, le bidon, on ne l'a pas dans la Twingo, hein, on est quand même sur des capacités assez massives. Il y a un effet de taille, hein, c'est ça Excuse-moi, je n'entends pas. Le réservoir dont on parle, on ne l'a pas dans la Twingo, voilà, quelle était à peu près la capacité de ce réservoir sur lequel on voyait l'événement? Là, je ne connais pas précisément quel était, mais là, on est plus sur un réservoir de type stockage combustible pour chauffage, quoi, hein. Donc là, on est plus sur le risque de stockage. Tout à fait. Okay. Que sur le risque véhicule proprement dit, en fait. Alors, il peut être intéressant de se dire quels sont les éléments qui nous permettraient de caractériser positivement ou négativement l'hydrogène par rapport à d'autres types de gaz qui peuvent, comme je vous le disais, avoir les mêmes événements d'explosion. Ici, sur ce tableau, nous avons une analyse comparée entre de l'hydrogène, du méthane, donc du gazeville, et des vapeurs d'essence. En critères positifs de minimisation du risque, on pourra retenir que déjà cet effet de dilution dont je vous parlais, l'hydrogène a la caractéristique de pouvoir se diluer très très vite dans l'air, et donc si on est en milieu ouvert, peu de risques liés avec l'hydrogène. Le deuxième critère positif, c'est l'énergie explosive du gaz. Cette énergie explosive, elle se mesure en kilogrammes de TNT par mètre cube de gaz, et on voit que l'énergie explosive de l'hydrogène est 3 fois inférieure à celle du méthane et près de 20 fois inférieure à celle des vapeurs d'essence. Le troisième critère positif, que je qualifie de positif, c'est la vitesse de combustion. La vitesse de combustion du méthane, de l'hydrogène, est 10 fois supérieure à celle des autres gaz. Ça veut dire que dans le cas de la formation d'une torchère sur une libération du gaz d'un réservoir, on va consommer 10 fois plus vite et on va donc vider 10 fois plus vite le réservoir. L'impact de la torchère sur les structures d'un bâtiment, par exemple, sera donc plus faible. Si on parle des critères négatifs, il y a la plage de concentration détonante, c'est-à-dire le seuil, la gamme dans laquelle la concentration peut présenter un danger dans l'air. Et là, il y a un critère plutôt négatif, c'est que cette gamme de plage d'explosivité est beaucoup plus large que pour les autres gaz. Et avec la particularité qu'une fuite de gaz hydrogène, le gaz va stagner en partie haute sous plafond, contrairement au butane ou au propane, qui sont d'une densité supérieure à celle de l'air. Donc, premier effet négatif, la plage de concentration. Le deuxième effet négatif, c'est l'énergie d'activation, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut apporter au prémélange pour qu'il s'enflamme. Et là, l'énergie d'activation d'un prémélange d'hydrogène est beaucoup plus faible que pour les autres gaz. Ça veut dire qu'une étincelle d'électricité statique ou même un choc un peu violent d'un outil serait en mesure de provoquer l'inflammation d'un prémélange si les concentrations sont bonnes. Oui, je serais tenté de dire que quand même l'interdiction de fumer ou de téléphoner à la station-service s'accompagnerait aussi d'éviter de porter trop de vêtements synthétiques et d'avoir la petite décharge qui va bien quand on touche la voiture. Hein, quand même. Donc oui, il y a quelque chose à veiller en termes de sécurité sur les énergies d'activation qui sont très faibles.
Maintenant, Alors, il y a d'autres risques, Bertrand. Voilà, on a parlé du risque lié à la combustion. Est-ce qu'il y a d'autres risques liés qui ne sont pas directement liés à la nature physique du gaz? Les risques, c'est, si on s'attache à ce qu'on a ici sous les yeux, la question qu'on peut se poser dans les véhicules proprement dit, quels sont les critères de risque qui viennent se conjuguer éventuellement. Le premier, sur le véhicule, c'est évidemment le réservoir d'hydrogène. Ce qu'il faut savoir, que ce gaz étant tellement léger que les taux de compression de stockage au niveau des réservoirs sont de l'ordre de 700 bars. Ça veut dire que dans un réservoir d'hydrogène, la pression de stockage est environ 70 fois plus forte que pour un réservoir de GPL, une voiture au GPL. Et qui dit pression élevée, dit forcément risque de fuite sur les singularités du circuit, les vannes, les jonctions ou autres. Donc le premier critère, c'est la pression qui est mise en jeu au niveau des réservoirs et des circuits. Le deuxième critère sur les véhicules lui-même, il est en fait lié à la coexistence du réservoir avec la batterie de stockage d'électricité. L'électricité qui est générée par la pile à combustible. Ces batteries sont des batteries de type lithium-ion dont on a entendu parler et qui, bon, alors c'est pas fréquent, mais lorsqu'il y a une dérive de la batterie lithium-ion et un emballement thermique peuvent conduire à des départs de feu sur ces batteries. Or, la maîtrise d'un feu de batterie lithium-ion est assez complexe. Les moyens à mettre en œuvre pour refroidir le foyer sont très spécifiques. Donc en fait, c'est plutôt le cumul de ces deux risques qui peut présenter un danger au niveau des véhicules. Alors, ne pas oublier que, enfin, moi j'aime bien l'idée de comparer finalement les risques liés à l'hydrogène à d'autres modes de stockage d'énergie, l'essence, etc. Et ne pas oublier non plus que les véhicules à batterie ne sont pas exempts de risques. Donc là, on va le vérifier par l'image. On te laisse commenter peut-être Oui, en fait, ce sont des bus électriques qui sont stationnés. Et la vidéo est partie peut-être un peu vite, voilà, on va peut-être voir. Et ce sont des bus électriques. Et on a un défaut sur la batterie du premier véhicule. Sur la batterie ? À batterie. On a un défaut, donc un emballement sur la batterie. Et puis, très rapidement, l'incendie se généralise au véhicule, mettant sous contrainte le deuxième véhicule et son jeu de batterie, et ainsi de suite, effet domino, avec très rapidement une communication à l'ensemble du parc stationné. Le temps d'extinction n'est pas le temps réel. Je ne sais pas si on peut bien interrompre la vidéo. Okay. Alors, ensuite, des questions. Là, on a parlé finalement des risques liés aux véhicules eux-mêmes. Il y a par ailleurs la production ou le stockage. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot des risques spécifiques de ces activités ? Alors sur les unités de stockage ou de production, les risques mis en jeu sont premièrement les niveaux de pression, puisque comme dans les véhicules, on va faire du stockage d'hydrogène avec des niveaux de pression qui peuvent atteindre 900 bars, donc très haute pression. Qui dit pression dit risque de fuite. Le deuxième risque, il est lié aux compresseurs qui sont mis en jeu justement pour obtenir ces très hautes pressions. Loi de la thermodynamique, quand on comprime un gaz, il s'échauffe. Donc on se retrouve avec un gaz combustible, de l'oxygène et de la température. Il va falloir veiller à ce que tout ça ne ferme pas le triangle du feu, puisque dans ce cas-là, on a droit à un boom. Donc ça, c'est le deuxième, c'est la température, c'est le deuxième critère ou incidence qu'il faut veiller à contenir au niveau des installations. Le troisième point, il est sur les électrolyseurs. Les électrolyseurs, ce sont donc les matériels qui vont produire l'hydrogène. Et ces électrolyseurs mettent en jeu des bases, donc des liquides à pH très élevé. Et puis, voilà, cours de première, je vous rappelle que acide plus base, ça fait boom.
Donc ces bases sont corrosives et il faudra surtout veiller à ce que ces bases ne se rentrent pas au contact d'acide ou d'eau, puisque dans ce cas-là, on a une réaction exothermique qui peut devenir dégénérative. Donc ça, c'est le troisième point, la sensibilité des électrolyseurs. Le dernier point que je vous ai mis là, c'est sur des unités de stockage un peu différentes de celles-ci. Il y a des recherches actuellement en cours pour tenter de stocker l'hydrogène sur des matrices solides. Ces matrices solides sont des hydrures. Et la caractéristique de ces hydrures, c'est qu'ils n'aiment pas l'eau non plus et qu'ils peuvent être générateurs d'une inflammation spontanée en présence d'eau. Donc voilà globalement le type de risque qu'il faudra contenir sur les installations de stockage et de production. Donc Bertrand nous a un petit peu cassé le moral. Enfin bon, il nous a mis en alerte, mais c'est bien. Voilà, quand on est confronté à un risque, c'est bien de le connaître. Alors Sophie, il va falloir remonter la pente. Est-ce que tu peux nous décrire finalement déjà les principes de la sécurisation des systèmes hydrogène, les barrières qui peuvent être mises en place et puis et tous les enjeux pour former les différents intervenants? Oui, Bertrand, effectivement, nous a rien caché. Et effectivement, voilà. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est les principes généraux de la sécurité appliqués à ces applications. Alors, sur toute la chaîne, j'ai envie de dire, sur toute la chaîne de valeur, depuis la production, stockage, distribution, jusqu'aux applications, il y a les principes généraux qui sont de éviter les fuites, parce qu'effectivement, je voulais rappeler le triangle du feu qu'a évoqué Bertrand. Donc d'un côté, nous avons l'hydrogène si elle n'est pas maîtrisée, l'oxygène, et puis cette fameuse énergie d'activation qui est extrêmement faible pour ce mélange-là. Et effectivement, on va s'attacher à la partie hydrogène, considérant presque que cette énergie d'activation est présente de manière presque permanente. Donc, on évite les fuites d'hydrogène, on maîtrise les fuites. 2, on ventile les espaces. Et 3, on détecte en coupant les fuites. Donc, comment est-ce qu'effectivement on évite donc c'est du travail sur les matériaux, sur les composants, basé sur des normes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur des canalisations? On minimise le nombre de connexions. On fait au juste nécessaire sur les connexions, parce qu'on sait que les fuites se créent au raccord, au joint principalement. Et ces raccords-là, qu'est-ce qu'on fait? On les soude plutôt que de les prendre vissés. Voilà, donc ce sont des bonnes pratiques. Et la dernière chose aussi, c'est qu'on dimensionne de manière adaptée à la pression. Pareil, c'est normé, réglementé sur les différents piping et composants. Donc tout ça, effectivement, c'est du travail sur la conception qui est normé, réglementé. Mais voilà, on fait en sorte que les composants soient étanches. Voilà, et on limite, on évite ces fuites-là. Et deuxième chose, ensuite, on ventile les espaces. Donc l'objectif, étant de garantir la non-création d'atmosphère explosive dans le cas où la fuite n'est pas évitée. D'accord? Donc dans ce cas, on ventile correctement les espaces clos dans lesquels une fuite pourrait entraîner une accumulation d'hydrogène, et pour maintenir vraiment en permanence cette concentration d'hydrogène inférieure à la limite inférieure d'explosivité de 4% qu'a évoqué Bertrand tout à l'heure. Alors voilà, on a quand même un coefficient, donc ça c'est le moins, le coefficient de diffusion est malgré tout très élevé, 0,61, et Bertrand l'a évoqué tout à l'heure. Donc effectivement, ça va dans le bon sens de la ventilation. Voilà. Donc ces ventilations, elles sont soit forcées, motorisées, ou bien naturelles, et ou d'ailleurs, si c'est à l'extérieur. Donc il y a également des évents d'évacuation guidés vers l'extérieur et du dimensionnement des surfaces d'ouverture.
D'accord. Donc ce dimensionnement de la ventilation, il est basé sur de l'ATEX, ce qu'on appelle les normes ATEX et directives ATEX. Alors directives qui sont applicables sur certains segments de la chaîne de valeur, voilà, tout ce qui est stationnaire en production, également en stockage et dans les applications stationnaires. Sur les applications mobilité, cette réglementation du code de travail ne s'applique pas, mais enfin, quoique pour la maintenance, si. Mais en tout état de conception et de normalisation pour le dimensionnement de ces ventilations et du zonage ATEX sont communément utilisés par l'ensemble des concepteurs. Et puis ensuite, on détecte, voilà, la troisième jambe, c'est vraiment de détecter les fuites par les capteurs de présence d'hydrogène et puis aussi des capteurs de mesure de température. Tout ça couplé finalement en automatique sur la mise en sécurité des systèmes pour l'arrêt des installations, coupure d'alimentation, etc. D'accord. Donc le seuil, par contre, généralement d'activation de ces capteurs et actionneurs arrive avant, évidemment, la limite inférieure d'explosivité. D'accord. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur effectivement le concept général appliqué sur la chaîne de valeur. Alors finalement, le développement de la filière, c'est aussi beaucoup de lieux où on va rencontrer des équipements avec de l'hydrogène, donc des interventions multiples en production, en maintenance. On sent tout de suite un enjeu autour de la formation. Oui, tu as raison d'évoquer la formation. C'est particulièrement important, effectivement, pour la production, stockage et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour ça, effectivement, il y a un réel dynamisme actuel sur la formation des acteurs de la filière hydrogène. On peut citer effectivement le livre blanc, l'organisme Vigie, l'Observatoire de l'hydrogène piloté par France Hydrogène, qui a édité un livre de compétences métiers de la filière hydrogène et qui estime effectivement à 100 000 emplois à horizon 2030. Et effectivement, ces personnes-là doivent être en grande partie formées et donc il y a un énorme actuellement engouement et dynamisme pour mettre en place les outils de formation. Je voudrais parler de la collaboration notamment avec la sécurité civile et sapeurs-pompiers qui travaillent depuis pas mal d'années, puis même avant ça, le projet iResponse, il y a une petite dizaine d'années. Qui a rassemblé les acteurs de l'ENZOSP et également effectivement Air Liquide aussi, et qui ont mis en place des outils pédagogiques pour la formation pratique en lien effectivement avec des organismes privés. J'aimerais bien citer aussi Bureau Veritas qui est en collaboration avec l'ENZOP et d'ailleurs je voulais remercier parce que je présentais une petite vidéo qu'ils nous ont transmise là en fin de ma présentation. Donc voilà, donc c'est vrai que les acteurs privés se mettent vraiment à proposer ces outils de formation et voilà, donc c'est un élément important de développement de la filière hydrogène. Alors, j'imagine que la réglementation est déjà en place. Il y a déjà un contexte normatif et réglementaire. Est-ce que tu peux nous rappeler les grands champs qui s'appliquent, les réglementations spécifiques ou générales principales ? Oui, effectivement, c'est important. On ne part pas de rien. Effectivement, il y a déjà des encadrements d'ICPE pour la production d'hydrogène, pour le stockage d'hydrogène également, pour la station-service. Donc voilà, donc c'est vraiment des cadres qui imposent les exploitants et les concepteurs à baser leur conception sur des analyses de risque, des sûretés de fonctionnement, de l'ASID, de la ZOP, de la HAERA, de l'AMDEC, des arbres de défaillance. Donc effectivement, tout ce corpus-là est mis en branle, j'ai envie de dire, par les exploitants et les concepteurs, cadrés par des ICPE. Pour les véhicules routiers, on peut parler effectivement du règlement R134 qui réglemente les réservoirs d'hydrogène équipés de soupapes de température. Et puis en binôme avec le règlement 79-2009, donc le R134 finalement le 79-2009 est plus ancien que le R134. Maintenant, sera peut-être davantage mis en application le R134 à partir de juillet prochain.
Mais il n'empêche que malgré tout, même les composants supérieurs à 30 bars restent réglementés par le 79 2009. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règlements sur les composants, sur la structure du réservoir qui finalement doit être qualifiée, qui a des cycles et d'épreuves de qualification, la soupape de température qui est réglementée, et puis les composants d'hydrogène. Pour les véhicules industriels à usage interne, il y a également les équipements sous pression, la directive des équipements sous pression et la directive machine qui encadrent ces équipements-là. Et je voudrais quand même parler effectivement de ce groupe de travail de réglementation piloté par France Hydrogène qui est très actif depuis un an et demi, 2 ans, et qui est en étroite collaboration avec la DGPR pour compléter et pour de toute manière rajouter des éléments, discuter et puis consolider ce corpus réglementaire. Alors, dernier élément, c'est les barrières physiques. On a vu sur la vidéo que proposait Bertrand l'importance effectivement de cette soupape qui, en cas d'incendie d'un véhicule, permet d'évacuer de manière sûre l'énergie. Donc j'imagine qu'il y a d'autres équipements aussi critiques. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, il y a des barrières de sécurité, des barrières mécaniques, des barrières automatiques. Alors effectivement, au niveau des barrières mécaniques, on a cette soupape sur température qui est imposée réglementairement sur tous les réservoirs des véhicules. Alors il y avait une petite vidéo est-ce qu'on peut présente, on va le voir en qui image. va présenter un petit peu un déclenchement de soupape TPR, de soupape de surtempérature sur un véhicule. Vous allez voir sur un véhicule enflammé. Voilà. Continuer sur les vidéos. Donc voilà, effectivement, cette vidéo vous a présenté donc un véhicule qui a été mis à feu. Alors là, le feu était déjà finalement allumé. Généralement, on compte une dizaine de minutes jusqu'à l'ouverture de la soupape de surtempérature. Parce que voilà, c'est des soupapes qui se déclenchent à 110 degrés et on compte généralement une dizaine de minutes pour que cette soupape s'ouvre. C'est pas instantané dès le début du feu dans le véhicule. Alors la longueur de la flamme, voilà, ça dépend effectivement de la pression dans les réservoirs et puis de l'orifice d'évacuation. Donc pour des réservoirs de 700 bars, cette flamme-là peut être de 7 à 13 mètres, voilà, et pendant 2 minutes jusqu'à purge complète des réservoirs. Voilà, donc c'est un peu les ordres de grandeur. Comment est-ce qu'on oriente les soupapes? J'imagine qu'on évite l'orientation latérale. Oui, effectivement, les orientations sont réglementées également et l'orientation latérale est effectivement proscrite réglementairement. En plus de ces soupapes de surtempérature, on peut parler aussi de la barrière, la barrière de sécurité anti-arrachement au moment sur les stations de remplissage, c'est-à-dire qu'un véhicule qui est en cours de remplissage dans les stations-service est connecté au flexible de la station et ce flexible-là est équipé réglementairement d'un système anti-arrachement, c'est-à-dire qu'il va protéger l'intégrité de la station de remplissage d'un côté et l'intégrité du véhicule en cas de départ du véhicule non souhaité. Voilà, donc ce sont des barrières réglementaires de toute manière. Après, il y a également d'autres barrières mécaniques qui sont classiquement utilisées, des vannes mécaniques de surdébit qui sur un fort débit lié à une fuite sur la ligne va très fortement, presque étanchéifier, pas identifier, mais très fortement limiter cette fuite-là.
et puis couplé à des arrêts automatiques sur la distribution basés sur la détection de présence d'hydrogène ou de la mesure de pression anormale, et effectivement couplé à des électrovannes qui sont à sécurité positive. Et également sur les lignes de distribution dans les véhicules ou dans les stations, il y a des soupapes de surpression qui évacuent l'hydrogène à l'extérieur de manière canalisée et maîtrisée en cas de surpression sur les lignes. Donc effectivement, il y a alors, cette liste de barrières est très, très loin d'être exhaustive, et tout ce travail de conception par les conception et intégration des systèmes, travaille sur la mise en place de ces barrières à tel et tel endroit, basées sur des analyses de risque, qui permet effectivement de maîtriser l'ensemble des défaillances de ce type d'application. Tu as parlé des groupes de travail qui se mettent en place entre France Hydrogène et puis l'administration. Est-ce qu'à ton sens, la réglementation, les normes, c'est quelque chose qui est pour l'essentiel fait, accompli, ou l'histoire est encore en train de s'écrire et il y a encore des zones d'ombre ou des textes à mettre en place? L'histoire s'écrit, n'est jamais finie, donc effectivement, il y a toujours, mais il y a un bon corpus de textes qui, alors sur la partie véhicule routier, est bien encadré, à mon sens, qui effectivement garantit le matériel des réservoirs et de la distribution, et même de la pile à combustible et des rejets au niveau de l'échappement de la pile à combustible. Donc là, c'est vrai que c'est déjà bien travaillé. Voilà, c'est vrai que sur les applications véhicules routiers, c'est quand même à tel point que ces règlements de véhicules routiers généralement sont appliqués finalement dans d'autres domaines d'application qui sont pour l'instant peut-être un peu moins couverts, en tout cas moins précisément. Et effectivement, on a généralement les concepteurs vont voir dans les domaines d'application à côté pour prendre, j'ai envie de dire, le meilleur encadrement possible, même si ça ne s'applique pas spécifiquement à leurs produits. Donc voilà, on est encore dans une phase où effectivement on prend dans l'application la plus réglementée et la plus documentée les bonnes pratiques. Merci Marianne. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, on va passer la parole à Xavier. Donc, on voit cet écosystème en train de se créer et on voit le rôle central que peut avoir l'assureur. On a réussi à trouver un assureur que le sujet passionne. Donc, voilà, Xavier, donne-nous ta vision. Effectivement, je trouve ça passionnant comme écosystème. Je trouve ça passionnant comme énergie pour contribuer dans le bon sens à la décarbonation des transports et de pas mal d'autres choses. Pour ce qui est de l'assurance, le message que je voudrais passer, c'est que les assureurs font nécessairement partie de l'écosystème de l'hydrogène parce que les risques, on le sait, ils ne sont pas neutres, ils sont importants, comme sur les autres énergies, Bertrand l'a montré. Être dans l'écosystème, c'est nécessaire parce qu'on va permettre de couvrir les questions de responsabilité civile, les questions environnementales. C'est également nécessaire parce qu'on a un rôle au-delà des indemnisations, on a un rôle de partage des meilleures pratiques en termes de prévention en amont. Donc ça aussi, c'est important pour nous. On peut passer un clic ou deux. Faire partie de l'écosystème de l'hydrogène, ça a un gros intérêt, c'est que ça va nous permettre de monter en compétences. C'est nécessaire de monter en compétences, à la fois chez chaque assureur, dans nos maisons, on doit monter en compétences, c'est-à-dire que nos actuaires, nos souscripteurs, nos ingénieurs prévention doivent se frotter à l'écosystème industriel, aux experts de sûreté qui travaillent déjà depuis longtemps dans ce monde-là pour gagner en compétences, en technicité. Et on doit également monter en compétences, je pense, entre nous, assureurs, parce que c'est pas cavalier seul. Aller seul dans l'hydrogène pour les assureurs, ce serait une bêtise.
c'est important qu'on puisse y aller ensemble, que les plus éveillés emmènent les autres et qu'on y aille tous ensemble. Je pense que certains parmi vous, ce sera mon troisième point, certains parmi vous ont peut-être connu il y a 15 ans l'émergence du photovoltaïque. Le directeur des risques d'AXA France, Pierre-Yves Lafargue, que pas mal d'entre vous connaîtront ici, me dit: Xavier, oui, on va dans l'hydrogène, mais on n'y va pas tout seul, parce qu'il y a 15 ans, sur le photovoltaïque, chacun y est allé pour soi. Chacun a pris des affaires avec un niveau d'exigence, de technicité qui n'était peut-être pas là où il devait être. Chacun a pris son sinistre. Les uns et les autres sont repartis à tour de rôle et le marché s'est retrouvé durablement en peine de trouver des solutions solides. Donc, l'hydrogène aujourd'hui, c'est un véritable exercice, deuxième tentative, exercice d'intelligence collective, à notre sens, pour faire travailler ensemble l'écosystème industriel et les assureurs, et pour faire travailler les assureurs entre eux. Face à un risque qui est jeune et qui est émergent, c'est indispensable. Et il y a des responsabilités qui sont à tous les niveaux. Il y a des responsabilités chez nous, assureurs, de nous parler entre nous. On le fait. Il y a des responsabilités chez les courtiers, de monter des systèmes de coassurance. Il y a des responsabilités chez les courtiers d'organiser des conversations entre des gens qui sont experts, de s'assurer qu'il y a un bon passage d'informations d'un bout à l'autre de la chaîne. Il y a une responsabilité également chez les clients pour choisir tel ou tel montage. Donc chacun doit faire sa part. La cible de cet exercice d'intelligence collective, c'est de créer un écosystème qui sera à la fois dynamique et sûr. Et j'insiste sur vraiment dynamique et sûr. Si on laissait les industriels, ils sont extrêmement compétents, si on laissait les industriels seuls aux manettes, nul doute qu'on aurait un écosystème très dynamique. Si on laissait les assureurs seuls aux manettes, nul doute qu'on aurait un écosystème très sûr. L'écosystème, pour vivre, pour exister, pour se développer, ce qui est le grand sujet de l'hydrogène, un grand sujet de timing, il doit être nécessairement et sûr et dynamique. Comment faire ça ? À mon sens, la chose la plus importante, c'est d'être partout et de passer le même message à tout le monde. Sophie nous a parlé du groupe de travail France Hydrogène. Donc France Hydrogène, c'est évidemment le club des industriels et des personnes impliquées dans ce monde-là. On en est, nous AXA, on en est. On n'y est pas seulement pour notre compte, on y est aussi pour le compte du reste de la profession. De l'autre côté, il y a France Assureur, avec le groupe de travail hydrogène qui est dédié, auquel participent de nombreux grands assureurs. Les messages sont les mêmes. France Assureur, via nous, est invité côté France Hydrogène. France Hydrogène est invité côté France Assureur. Et le but, c'est d'aligner les messages. Sophie l'a dit, il y a un socle de réglementation qui existe, qui est déjà une bonne base de départ. Il y aura nécessairement des adaptations à apporter. Donc ces adaptations, si on veut être efficace pour les porter à la DGPR ou aux législateurs, portons le même message, portons tous le même message ensemble. Quant aux risques qu'on identifie, Bertrand les a bien ciblés. On a les yeux sur les mêmes risques. Nos experts de risque, que ce soit des souscripteurs, des ingénieurs prévention, ils ciblent les mêmes risques que ceux que décrivait Bertrand. La question de la pression, travailler sous haute pression, ce n'est pas anodin. La question des électrolytes, la question de la juxtaposition avec d'autres sources d'énergie, typiquement un ingénieur prévention qui chez nous a travaillé sur les bus de la ville de Pau, me dit j'ai plus peur de la batterie que de l'hydrogène en soi. Ce qui me fait peur, c'est que l'hydrogène et la batterie soient côte à côte. Donc c'est ce à quoi on doit faire attention. Il y a la juxtaposition des systèmes. Alors Sophie, c'est son boulot, on travaille beaucoup avec elle là-dessus. Chaque élément du système est sûr. Il s'agit de s'assurer que l'ensemble du système est sûr à ses points de jonction. C'en est vrai de la mécanique des systèmes, c'en est vrai également des mécaniques humaines. Sur une station hydrogène ou alimentant des véhicules, des engins, quels qu'ils soient, il y a nécessairement beaucoup d'acteurs qui interviennent. Le risque, il est souvent au point de jonction entre ces différents acteurs. D'où on revient sur la question de la formation, d'avoir tous des référentiels communs, d'avoir des réflexes communs. Voilà, encore une fois, l'intelligence collective qu'on vise sur l'hydrogène. Merci beaucoup, Xavier.
propose à chacun de vous un mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez délivrer comme message central à nos auditeurs? Bertrand? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'intrinsèquement, pour moi, cette belle molécule, ce beau gaz, n'est pas plus dangereux qu'un autre gaz. C'est ce que moi je retiens de l'analyse des caractéristiques physico-chimiques de ce gaz. Je pense que le danger, il vient plus de la technicité, de la mise en œuvre de ce gaz. C'est exactement ce que tu disais, Xavier. Et derrière la technique, il y a aussi la compétence des acteurs. Je crois que le sujet, il est plus sur ces notions de technique et de compétence. La technique, je pense qu'on va y arriver assez facilement. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique à plus de 200 personnes dans des objets qui sont plus lourds que l'air. Donc ça nous paraît tellement anodin de le faire et pourtant, voilà, on n'y pense même plus lorsqu'on le fait. Donc le sujet de la technique, on trouvera les ingénieurs, on trouvera la compétence pour le résoudre. Et là où il faut peut-être réellement faire les efforts, c'est s'assurer que la formation et la compétence des acteurs qui interviennent soient bien à niveau sur ces systèmes de très haute pression. Merci Bertrand. Marianne? Alors moi je vais rebondir sur le mot de Xavier qui parle d'intelligence collective, mais tu as aussi dit cavalier seul, parce que tu n'avais pas dit aux répétitions. Je rebondis dessus, je pense qu'effectivement Air Liquide, aujourd'hui on a un rôle central à jouer forcément dans l'écosystème hydrogène en tant que producteur et distributeur. Néanmoins, on a aussi cette volonté de travailler avec l'ensemble de l'écosystème et dans le domaine de la sécurité et de la maîtrise des risques, de partager aussi notre savoir-faire et notre expertise. Donc je pense qu'il y a vraiment une notion de fédérer l'ensemble des énergies autour de l'hydrogène pour développer les segments de la mobilité. Une nouvelle fois, moi, tout mon parcours dans l'hydrogène, il part de la conviction profonde que c'est bien, que c'est une bonne chose et qu'on a besoin de ça et que beaucoup de secteurs, juste pour enfoncer le clou, beaucoup de secteurs, la mobilité lourde, les usages intensifs, les véhicules qui font des rotations, etc., ces véhicules-là, c'est important de les décarboner et que l'hydrogène, c'est une très bonne façon de les décarboner. Encore une fois, j'enfonce le clou. Je suis convaincu que ce marché, pour le faire exister, parce que c'est bien de le faire exister, il faut collaborer vraiment beaucoup, tous ensemble, entre industriels et régulateurs, entre industriels et assureurs, entre assureurs et courtiers, entre assureurs ensemble, même parfois au sein de nos propres maisons. On a plein de filiales différentes. On est bien placé pour le savoir chez AXA. Passer les murs, c'est drôlement important sur ce sujet d'hydrogène et ça fera du bien à tout le monde. Donc, on a l'impression, nous, de faire notre part et on serait ravis de vous aider à faire la vôtre. Sophie? Oui, et puis moi, au mot de la fin, effectivement, j'ai envie de dire que les concepteurs et les exploitants actuellement, vraiment, on se soucie de rassembler au moment des études de conception et d'installation. Je le vis au quotidien, on a un rassemblement d'experts sur ces dossiers-là, généralement qui rassemblent les compétences nécessaires pour telle application en prenant la globalité du système, comme disait tout à l'heure Xavier, les composants sont l'un à côté des autres, ils sont intégrés dans des systèmes communs et la maîtrise de risque passe vraiment par l'intégration système et c'est au quotidien fait par les exploitants, les concepteurs qui vraiment prennent l'ensemble du système. Les concepts de sécurité sont connus, en tout cas les barrières de sécurité existent. Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a dans le dynamisme de la conception des systèmes qu'on voit et qui s'appliquent actuellement, ils sont basés sur des réels groupes de travail produit par produit et cette question est vraiment prise au sérieux dès le début de la conception, prenant ces contraintes de sécurité dès le début de la conception en page blanche des systèmes. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Merci Sophie. Alors, je vais faire le mot de la fin. Bon, que retenir de ces interventions? Finalement, quand on parle d'énergie, on parle de risque. Voilà, manipuler l'énergie, c'est manipuler le risque. Moi, j'aime bien ce que nous dit Bertrand, à savoir que l'hydrogène en soi n'est pas plus dangereux ou moins dangereux que
les autres modes de stockage de l'énergie. Il est dangereux de manière différente et il nécessite une mise en œuvre et des mises en sécurité qui soient vraiment spécifiques de ce gaz. Et puis le dernier message, c'est un message vis-à-vis de la communauté du risque et puis peut-être également des assureurs. Au cours de la marée, j'ai croisé quelques collègues ou courtiers qui étaient sur le sujet de l'hydrogène. On a un petit peu échangé sur le sujet et à plusieurs reprises on m'a dit voilà, moi je développe des flottes de bus ou j'ai un client, je suis courtier, j'ai un client etc. Je vais voir mes assureurs et puis quand je leur parle d'hydrogène, voilà, ils me battent froid et puis on sent pas beaucoup d'appétit. Alors c'est sûr que si chaque fois qu'on vient avec un développement hydrogène et qu'on en parle à l'assureur, tout le monde prend ses jambes à son cou, c'est sûr qu'on va jamais y arriver. Et je pense que finalement, le risque climatique, pour lequel l'hydrogène est une partie de la solution, sans doute, il est infiniment plus destructeur en termes de catastrophes, en termes d'impact social, géopolitique, que le risque de la filière hydrogène. Donc il y a vraiment besoin d'une mobilisation de nos amis assureurs pour étudier les dossiers de manière apaisée et technique, monter en compétences, parce qu'on a vraiment besoin que les assureurs nous accompagnent. Alors, c'est des sujets des mises en œuvre d'un risque particulier qui sont nouvelles, donc on a vraiment besoin que les assureurs nous accompagnent parce qu'ils ont un œil critique, parce qu'ils sont confrontés à des sinistres, ici ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent challenger nos solutions, donc il faut vraiment qu'ils soient au niveau et qu'ils soient intrusifs, qu'ils viennent challenger nos ingénieurs. On a besoin de ce regard externe et vraiment de contribuer au développement de cette filière dont on a besoin. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié vos interventions. Je vous propose de remercier nos intervenants. Merci pour eux. Et puis, on a encore quelques minutes, donc je vous propose de prendre des questions. N'hésitez pas à lever la main. Bonjour, Raphaël Bapin, HDI. Je voulais savoir si vous en avez une vision de la sinistralité passée sur... parce qu'il y a quand même déjà, du coup, si on a 40 000 véhicules. Et la deuxième question, c'était est-ce que le niveau de sécurité installé sur ce qui est aujourd'hui en circulation, en fonctionnement, en termes de stockage, de distribution et de véhicules, est supérieur et inférieur aux nouvelles normes, ou alors est-ce que ce qui est en circulation est à peu près conforme à ce qui est prévu d'être construit dans les 5-10 prochaines années? Alors Michel, si tu veux, moi je te propose que je réponde sur la partie sinistralité. Bertrand, tu voudrais peut-être rebondir, parce que la sinistralité, on a vu quelques sinistres hydrogène, mais ça touche principalement des stations de production ou de stockage. Sur les engins, je n'ai pas connaissance de grandes bases de données de sinistralité, ce qui est lié, je pense, au nombre d'engins qui est en progression. Sur la partie de la sécurité, c'est probablement Sophie qui sera le mieux placée pour répondre. Oui. Pour la partie, effectivement, on posait la question sur les normes et le corpus normatif. Alors, déjà, il y a beaucoup de composants qui sont pris dans des domaines qui sont déjà normés et réglementés pour d'autres applications que l'hydrogène. Donc, c'est pas table rase de tout ce qu'il y a. Effectivement, on s'appuie sur un très très grand nombre, moi je trouve, à ce niveau-là, au niveau hydrogène. Ça continue à être écrit, ça, c'est comme toute amélioration de normes, mais il y a déjà un bon corpus normatif. La réglementation impose au niveau des véhicules routiers, impose des choses très précises et quantifiées. Donc,
moi, de mon point de vue, c'est vrai qu'on a un beau cadre réglementaire pour la partie véhicules routiers qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je complète sur la partie accidentologie. Donc la présentation qu'on a utilisée aujourd'hui va être mise en ligne sur le site de l'AMRE, et à la fin, il y a une annexe avec un certain nombre de liens utiles. Et voilà, il y a quelques liens qu'on a récupérés sur des accidents, des vidéos, des références. Donc il n'y a pas énormément de choses, parce que finalement la filière est encore en construction, mais il y a un certain nombre d'événements significatifs. Et il y aura également parmi ces liens utiles des liens vers les acteurs de cet écosystème. Voilà, on a parlé de France Hydrogène, on a parlé de Bureau Veritas également, qui a mis en place une formation spécifique, et ça me paraît vraiment une initiative à saluer. Il y a également le CNPP qui est en train de développer une expertise sur le sujet pour assister à la mise en œuvre. L'INERIS travaille également sur des tests. Donc il y a vraiment une mobilisation des acteurs publics et privés. Donc en référence et en annexe de la présentation, vous aurez un certain nombre de liens utiles. Il y a également une très bonne publication moi je ne suis pas un expert du sujet, mais qui m'a permis de mieux comprendre, d'avoir une vision 360 sur le sujet. C'est une publication qui s'appelle « L'hydrogène en 20 questions ». Le lien est également dans la présentation, et c'est publié par Arval Mobilité. C'est vraiment un document de grande qualité. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous y référer. Bonjour, Stéphane Berthaud, Cooper Gay. Je voulais savoir quel est le bilan environnemental de la fabrication d'une batterie dans le cas d'un véhicule à hydrogène comparé à un véhicule électrique. Alors, c'était un peu ce que j'ai dit en introduction. Donc, le sujet de l'atelier, c'est vraiment la sécurité. Alors, vous posez une question effectivement sur les bilans comparatifs de différents modes. Alors, je ne sais pas si parmi nos experts, Xavier, tu es à même de répondre. On est un petit peu en dehors du cadre de l'atelier, mais voilà, Xavier, je te laisse tenter une réponse. Là, on va sur un sujet qui est au-delà de mes compétences techniques, et je ne voudrais pas dire des bêtises parce que c'est un sujet qui est absolument clé. Là, on pourrait donner la parole à Sophie sur les questions de véhicules qui sont directement pris sur l'hydrogène ou qui passent par la batterie. Sophie, tu veux... C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est les véhicules à pile à combustible sont des véhicules électriques. Et alors, il y a plusieurs couplages de ce type de couplage de cette pile à combustible et réservoir sur la chaîne de traction, mais ça passe nécessairement par une petite capacité, alors plus ou moins grosse suivant les applications et suivant les choix technologiques de la batterie. Une capacité batterie, généralement, au début, on peut parler de range extender, prolongateur d'autonomie. Donc, c'est généralement les premiers véhicules sont faits plutôt dans ce mode-là, c'est-à-dire que pour sécuriser de manière fiable le véhicule, il y a la batterie et la pile à combustible. Mais effectivement, on réduit très largement la capacité de la batterie pour les applications. Donc, effectivement, il y a toujours cette batterie, et généralement, elle est quand même de moindre taille qu'un véhicule tout électrique. Sophie, au même titre qu'il y a une batterie électrique dans mon véhicule thermique. Oui, alors pas la même capacité, mais oui, oui, exactement. Bonjour, Nicolas Tillard, Société FM Global. Je n'ai pas une question à proprement parler sur les risques, mais plutôt sur les moyens de production et sur le transport de l'hydrogène. On a vu que les besoins vont augmenter dans les 8 à 10 prochaines années. Aujourd'hui, quels sont les projets qui doivent être menés pour augmenter cette capacité? Donc, je pense que c'est plutôt une question pour Air Liquide. Et également sur la partie transport, en termes de canalisation, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens, les infrastructures nécessaires pour délivrer l'hydrogène sur tout le territoire français? Voilà, il y a deux questions, je vais répondre peut-être assez brièvement, mais je serais ravie d'en rediscuter. Aujourd'hui, on a un certain nombre, voire un nombre certain de projets
qui se montent autour notamment de la construction d'électrolyseurs, qui sont la voie pour produire de l'hydrogène bas carbone. Nous, on a pris, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a pris des engagements de produire, d'avoir aussi, d'augmenter la part d'hydrogène bas carbone. Au niveau mondial, on a aussi, qui poussent comme des champignons, des projets d'électrolyseurs. On va commencer à augmenter très significativement les tailles. Aujourd'hui, typiquement chez Air Liquide, on a inauguré l'année dernière un 20 MW à Bécancour, au Canada. On est en train de progressivement augmenter ces capacités d'électrolyseurs. Donc on commence à avoir des projets à 100 MW. C'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour nos concurrents, c'est vrai pour d'autres acteurs qui se développent en consortium ou individuellement pour développer ces électrolyseurs. Donc il y a vraiment toute cette chaîne-là qui va se développer. On a aussi d'autres projets plutôt à une échelle mondiale, autour aussi de transport de l'hydrogène, notamment sous sa forme liquide. Donc il y a un équilibrage de production plutôt locale ou centralisée, avec des flux au niveau mondial qui sont en train de se mettre en place aussi, notamment des pays qui sont très riches en énergie renouvelable vers des zones qui le sont un peu moins. Donc ça, on a vraiment un enjeu mondial et global dans les 10 années à venir. Et puis votre deuxième question, c'était sur la distribution. Alors, pour les canalisations, je ne vais pas ouvrir le sujet des canalisations, qui est un sujet assez complexe, et notamment en ce moment avec des réglementations qui sont en train de se mettre en place sur l'ouverture ou non des canalisations à différents acteurs. Donc nous, on a un certain nombre de canalisations propres. Je l'ai mentionné tout à l'heure sur l'hydrogène. Les canalisations, c'est une voie de distribution, c'est pas la seule. Donc il y a des canalisations qui sont spécifiques de l'hydrogène. On réfléchit aussi, on regarde à injecter de l'hydrogène dans des canalisations de gaz naturel. Donc aujourd'hui, il y a un maillage qui est effectivement assez important et c'est disponible publiquement, je pense, si ce n'est sur notre site. Je pense que ça se trouve très très facilement. On voit le maillage des réseaux, et après il y a l'ensemble des autres voies de distribution, et de nouveau ça va être très dépendant d'où sont placés également les projets de fabrication sur site ou de manière centralisée. Donc tout ce maillage là, il est en train de se construire, de se développer très vite au niveau français et au niveau global, puisqu'on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on va chercher ce x70. L'idée, c'est aussi de connecter les différents corridors, les corridors de mobilité entre la France et le sud de l'Europe, entre la France et le nord de l'Europe. Donc tout est en train de se mailler. Le sujet de la production, il est passionnant, il est vraiment fantastique, et il est clé dans le monde de l'hydrogène. On avait, nous, réduit le scope sur la partie mobilité, mais c'est une super question, c'est un super sujet. Ce qui est intéressant dans le monde de l'hydrogène, c'est de voir que coexistent des capacités centralisées. Air Liquide va faire des énormes électrolyseurs gigantesques, et des capacités décentralisées. Des petits électrolyseurs qui vont essaimer un peu partout en région, c'est possible aussi. Du coup, ça modifie un petit peu les réflexes qu'on peut avoir quand, naturellement, on va penser les uns et les autres à la station-service qu'on utilise pour mettre de l'essence dans notre voiture. Il y a également la question des stockages qui peuvent être liquides, gazeux, solides, qui là aussi ouvre des perspectives de je vais recharger mon engin, admettons que ce soit un tricycle, avec des cartouches qui stockent de l'hydrogène sous forme solide, et je les attraperai dans une machine qui distribue les canettes de coca, enfin un truc comme ça. C'est vraiment plein de perspectives très spécifiques et qui sont super intéressantes. Samira El Kasbaoui, ENGIE. Alors, du coup, une grande partie de la question a été déjà posée. Vous avez déjà apporté des éléments de réponse. Merci. J'ai quand même encore 2 autres questions. La première concerne le réalisme de l'horizon de maturité de ces technologies. On parle beaucoup de 2030. On voit qu'il y a pas mal d'initiatives de plus en plus importantes, notamment le Green Deal, avec des mobilisations de financement incroyables qu'on n'a pas pour des technologies un peu plus conventionnelles, même si décarbonées. Donc, est-ce que 2030 paraît réaliste aussi bien en termes de compétitivité économique de la technologie, regarde des autres technologies énergétiques, mais aussi en termes de maturité pleine et entière? Première question. Deuxième question, mais vous l'avez abordé aussi dans vos éléments de réponse, quel maillage, enfin quel business model plutôt, idoine, à défaut de dire le must plus nickel ultra en France, dans le sens où
Est-ce que les deux systèmes production centralisée et décentralisée doivent cohabiter au regard des infrastructures en aval? Quelque part, là encore, quel business model pour un système pleinement efficace, mais au regard des usages aussi? Quand on parle d'usage, on parle beaucoup de mobilité, mais quel usage possible à côté de la mobilité qui vont justifier un business model en termes de maillage? Et puis troisième question, est-ce qu'on a du benchmark par rapport aux autres pays en termes de business model, en termes de compétitivité, etc., qui nous permettent de dire en France on est plutôt bien avancé, plutôt au milieu du train, et quelle perspective derrière? Merci. Je vais commencer. Je pense que sur la question de l'objectif de temps à 2030, je n'ai pas forcément de boule de cristal. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, on est en train de mettre tous les moyens sur la table pour y arriver, que ce soit au niveau des industriels, que ce soit au niveau des pouvoirs publics. C'est vrai en France et c'est vrai un peu partout dans le monde. On a aujourd'hui des annonces qui vont au-delà de ce dont on aurait besoin en termes... quand on regarde les chiffres de 2030, ce qui est sur le papier aujourd'hui en termes d'annonces, on est plutôt safe. Donc je pense qu'on est sur une bonne dynamique et que ces objectifs semblent atteignables, même si ambitieux. On a vu par le passé qu'on fait assez facilement et assez rapidement des effets de scale-up et d'échelle, et donc ça ne va faire que s'accélérer. Donc on envisage ou on anticipe quelque chose d'assez peut-être un peu plus exponentiel à partir de 2028-29 que quelque chose de très linéaire. Mais tu veux compléter? Là-dessus, on parle beaucoup d'écosystème. On n'arrête pas de répéter écosystème. On a dit qu'il y avait les industriels, il y a les assureurs, il y a également les financeurs. C'est super important. Les financeurs, ils sont attendus pour la partie amont, créer des capacités de production décarbonées. Et là, il y a vraiment beaucoup d'argent à aller mettre en place parce que c'est des grosses structures, qu'elles soient d'ailleurs centralisées ou décentralisées. Il y a également les financeurs côté aval, côté j'ai une flotte d'engins thermiques ou électriques à batterie et je veux les passer en électrique à hydrogène. Les deux doivent monter en puissance en parallèle pour permettre la montée à l'échelle. Et ça, c'est les financeurs qui doivent permettre que les deux montent bien à l'échelle. Les fonds d'investissement, d'ailleurs, moi je suis là au titre de l'assurance, mais les assureurs sont également des gros investisseurs. On a aussi notre rôle à jouer sur cette partie investissement, on le fait d'ailleurs. Mais sur la partie aval, financement des flottes, c'est capital. Et quant au réalisme, le réalisme, je dirais qu'il dépend justement des différents engins. Le réalisme de l'avion, je ne pense pas que ça soit le premier truc. Voilà. Par contre, si on parle de réalisme de bus, de bennes à ordures, de chariots élévateurs, de tractopelles, de générateurs sur des chantiers, de groupes électrogènes, là, oui, je pense que c'est très réaliste. Et si l'écosystème avance, tous ensemble, je pense que ça va aller très, très vite. La deuxième question, c'était la question des business models. De la production centralisée. Alors, vaste sujet aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément, en tout cas, pas forcément de modèle unique. Clairement, le choix de passer sur une production on-site ou sur une production centralisée va vraiment dépendre du profil de la demande, de la distance à la source, de l'accès aux subventions. On entend beaucoup parler en France aujourd'hui des petits électrolyseurs sur site, parce que derrière, on a un support très fort et un financement de l'ADEME. Donc, clairement, derrière, ça pousse. Et puis, on voit aussi des projets, et je ne vais pas ouvrir le débat sur les bus à Montpellier, où du coup, on fait un peu machine arrière aussi. Donc, il y a vraiment une analyse, et je pense que c'est là aussi le métier d'acteur, enfin, dans l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, de pouvoir accompagner sur le meilleur design de supply chain. Sur les usages mobilité, nous, notre stratégie et ce qu'on essaye aussi de faire chez Air Liquide, c'est de mutualiser ces usages industriels avec des applications mobilité. Très clairement, on a des bassins industriels dans lesquels on est présent, on est fort, on a les infrastructures qui existent. Et donc, effectivement, si on peut accrocher dans ces écosystèmes, dans ces environnements, des bassins de mobilité, ça fait du sens, et pour nous, et pour les acteurs finaux. Et puis, vous avez une question sur l'avancement.
on recoupe avec les business models en disant typiquement les chariots élévateurs, c'est un des gros spots qui fonctionnent pour l'hydrogène. Les États-Unis sont bien avancés là-dessus. Ça arrive chez nous également. Là aussi, je pense que ça dépend de pas mal d'entre vous dans la salle et des financeurs. Mais là-dessus, pour citer par exemple BNP, je sais que chez BNP, il y a le Transition Desk, des gens qui s'appliquent à ne travailler que sur le financement de la transition énergétique. Ils accompagnent leurs clients. C'est des gens qu'il faut saluer. C'est ces efforts-là qui permettent de lancer l'écosystème hydrogène dans le bon sens. En complément, quand même, complément sur le complément, c'est que sur l'état d'avancement, il y a plein de belles compétences, plein de belles boîtes en France et en Europe, des choses extraordinaires, notamment avec des partenariats entre le CEA, donc de la recherche fondamentale, et de la recherche industrielle. J'ai en tête un projet à Béziers. C'est des choses sur lesquelles on est très bien placé. Et puis, bon, on a des grands acteurs structurels. Je vais pas faire rougir Marianne, mais on a plein de grands acteurs sur l'hydrogène. Donc, je pense qu'on est très bien placé en France et en Europe. Ouais. Oui, Jean-Luc Meurice, consultant en gestion des risques. Je voulais savoir sur le transport maritime, est-ce qu'il y a déjà des bateaux, enfin des porte-conteneurs qui marchent à l'hydrogène? Et parce que c'est quand même une source d'émissions de CO2 très importante qui est rarement citée par rapport à l'avion, ce que j'avais compris, parce que c'est presque aussi important. Et que même si nous, on ne voyage plus, on continue à importer beaucoup de biens qui font le tour de la planète plusieurs fois. Donc voilà. Alors effectivement sur le domaine maritime, alors peut-être juste en échelle de temps, on est un peu plus loin que les applications mobilité routière. On commence l'Organisation maritime mondiale a mis en place un certain nombre de mesures pour réduire les émissions. Donc c'est vraiment tout ce package réglementaire, il est vraiment en train de pousser. On commence à voir les premiers prototypes. Alors vous avez parlé de porte-containers. C'est pas forcément l'application première pour l'hydrogène. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et il y a des prototypes qui ont été lancés notamment en Norvège, on voit plutôt pour le moment des applications côtières à l'hydrogène sur des bateaux de type ferry passager. Mais ça commence à être une réalité en Norvège. Et on va progressivement on a des acteurs aujourd'hui qui travaillent sur l'utilisation de l'hydrogène et pour la propulsion maritime et aussi pour tout ce qui est auxiliaire, alimentation auxiliaire des bateaux. Voilà, on est vraiment dans la phase de développement techno. Après, ce qu'on voit sur la partie maritime, c'est qu'on aura très probablement, comme sur la mobilité routière, mais un certain nombre de technologies qui vont coexister. On entend dans le domaine maritime, on entend beaucoup parler de l'ammoniac comme une des solutions. On est encore sur la phase de finalisation du GNL, donc il va y avoir probablement un panachage de différentes technologies qui vont se développer dans le maritime. Alors après, pourquoi on entend plus parler de l'avion que du bateau, je ne sais pas. Probablement plus sexy. Mais Marianne a raison, il y a à la fois les bateaux en mer, il y a également les bateaux à quai. Les bateaux à quai, aujourd'hui, font tourner leur groupe électrogène sur leur gros gasoil sale, pour beaucoup. Donc demain, les groupes électrogènes de puissance pour générer ça, c'est pas le plus gros de la question, évidemment, mais oui, en tout cas, c'est sûr que ça travaille sur le sujet des bateaux. Et il y a aussi, alors du coup, il y a la partie maritime, et il y a aussi toute la partie fluviale, où là aussi, on a des barges qui ont été lancées, notamment le Zulu, qui fonctionnent à l'hydrogène. Voilà. Et je voudrais compléter finalement pour la partie maîtrise de... oui, je suis pas là. Pour la partie maîtrise des risques, pour la partie maritime, il y a les organismes de contrôle ont sorti là en janvier à rééditer, Bureau Veritas notamment, à rééditer en NR les guidelines pour certifier ce type de bateau hydrogène. Donc il y avait déjà des anciens guidelines qui dataient déjà d'une dizaine d'années sur lesquels seront posées les premières conceptions. Et là, les guidelines sont réédités, sont améliorés. Donc c'est aussi encadré
C'est dans le sens où finalement le cadre pour ces navires-là avance et existait déjà, et il se complète, il se maîtrise. Et voilà, donc c'est pas hors cadre, et il y a vraiment eu du travail sur cette partie-là maritime, et également fluviale. Hein. On peut parler aussi du PTF3 qui est très très engagé pour développer et suivre les projets de fluviaux, donc sur des documents écrits et officiels. Sergio Mazzolini, Saint-Gobain. Une question pour le stockage de sûreté. On disait qu'à la fin, l'énergie d'explosion de l'hydrogène est beaucoup plus faible, se diffuse bien dans l'air. À ce moment-là, je sors du problème de décarbonatation. Je dois faire un stockage de fluide combustible. J'ai le choix entre le méthane et l'hydrogène. Aujourd'hui, pourquoi choisir pas l'hydrogène? J'ai du mal à imaginer on dit la diffusion c'est rapide dans l'air. Oui, ça veut dire que les tuyaux doivent être bien. On ne met pas des soudures déjà. Il y a des contraintes qui ne sont pas normales. Donc, si aujourd'hui vous deviez mettre un stockage d'un fluide combustible, vous mettriez quoi? Si vous aviez le choix libre? Le choix de l'énergie ne dépend pas forcément de la sécurité au départ. Il y a une question de coût, je pense, derrière, quand on fait un choix d'énergie pour un outil industriel. Donc, aujourd'hui, la fabrication de l'hydrogène, c'est un modèle qui est en cours de construction. Le méthane gaz de ville, il est distribué via des pipes, il est en quantité bien plus importante. Donc, il y a la disponibilité, il y a le coût. Et après, je dis, la sécurité, elle est adimensionnée. C'est de la technologie. Dans le concret, on sait faire. On sait faire des pressions de stockage de ce type-là. La seule chose, c'est il faut se dire, le risque existe. Il est plus important sur les contraintes de stockage, sur les pressions mises en jeu. La technologie est là. Maintenant, c'est la formation et la surveillance qui doivent faire le reste. Mais comme je vous disais, ce n'est pas le danger du gaz ou ses caractéristiques physico-chimiques qui vont faire qu'on le choisit ou pas. C'est plus des questions économiques, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le choix, il est plutôt sur des questions économiques, quoi. Donc, on devrait passer de poser des questions sur les questions d'assurance. Pourquoi on dit, on revient en arrière il y a 15 ans sur les panneaux photovoltaïques. Je veux dire, si est sûr, je comprends bien, il y a des compétences à former sur site, hein, mais à ce moment-là, effectivement, pourquoi on hésite? Au-delà des questions de disponibilité et autres. Il y a l'argent, et je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement passer à côté de la question économique, quoi. Pourquoi on hésite à... Pardon. Je repense à ce que Xavier disait, la question, il faut que nous soyons tous unis pour affronter ce nouveau défi. Ce que je partage, au même temps, quand j'entends, à la fin, c'est pas plus dangereux que le reste, ce que je comprends aussi, j'ai un dilemme dans ma tête, c'est de dire, oui, mais alors, si c'est pas plus dangereux, pourquoi on hésite à y aller avec plus de conviction? On a des projets, on se met la tête à attendre. Quels sont les risques? Je pense que la bonne réponse, c'est effectivement une question de maturité et de coût. Les deux sont liés. Typiquement, un bus à hydrogène, c'est génial, ça relâche que de l'eau. C'est super, pour peu qu'en amont, Marianne ait fait de l'hydrogène décarboné. Voilà, ça on se l'est dit. Après, le bus à hydrogène en soi, il n'a pas le même coût qu'un bus gasoil.
Je ne sais pas si on a des amis de Transdev ou d'autres dans la salle, mais voilà. 600 000, un truc comme ça. Et puis ensuite, il y a un coût d'utilisation. C'est le sujet qui a été polémique récemment à Montpellier sur le coût de l'hydrogène qui est mis dans le véhicule. Donc la question du coût, elle existe. Elle existe. Et c'est tout à fait la question d'enclencher le cercle vertueux, de monter et la production et l'usage en même temps. Voilà la réponse. C'est une question de coût aujourd'hui. Il y a un autre driver que le coût ou même la technique. Toutes les sociétés aujourd'hui, tous les corporés se doivent de mettre en place un cheminement vers la neutralité carbone. J'imagine que Saint-Gobain n'échappe pas à la règle. Donc vous savez comment ça se passe dans ce genre de grandes sociétés. Il y a des objectifs très ambitieux, puis ensuite ça ruisselle. Et finalement, on arrive à des niveaux de décision locaux où il faut prendre une décision. Et parfois, finalement, pour suivre cette feuille de route, on est amené à prendre des décisions qui économiquement ne sont pas nécessairement les plus optimales, mais elles sont conformes à la politique globale que la société s'est donnée et à sa mission. Et d'ailleurs, pour la politique globale, c'est vrai que je pense que l'engouement actuel est fortement sollicité et encouragé par la politique, par les annonces gouvernementales de ces derniers mois, dernières années. Donc c'est vrai que je pense que ce développement et ce boom-là, on le doit aussi aux encouragements politiques dans les annonces gouvernementales récentes. Oui, tout à fait. On sent qu'il y a une nécessité aussi d'un engagement politique et ça passe, on le voit, par des subventions, parce que l'équation économique n'est pas toujours là initialement, tout simplement parce que les coûts de production des équipements ne sont pas encore massifiés, tout ça baissera, donc il faut un input initial étatique pour que la machine s'enclenche. Et peut-être... Vas-y. Non, mais effectivement, sur cette notion, sur le fait, on en parlait tout à l'heure avec Xavier, cette notion d'écosystème, on parle souvent aussi de la poule et de l'œuf, entre le véhicule et les stations, et d'avoir l'un ou l'autre et par quoi on commence. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème mobilité, il y a une hésitation qui est effectivement liée à finalement comment je m'assure, moi, constructeur automobile par exemple, si demain je lance une ligne de 3 000, 5 000, 700 000, peut-être 700 000 c'est un peu gros, mais 50 000 camions, comment aujourd'hui je m'assure que derrière je vais avoir la bonne infrastructure, que je vais avoir accès à mon fuel, comment je finance tout ça, comment je convainc mes transporteurs d'acheter un camion à l'hydrogène, comment je les rassure sur le fait que derrière ils auront un réseau de maintenance, etc. Donc finalement c'est tous ces éléments-là en fait qui sont en train de se mettre en place et qui peut-être donnent un peu l'impression qu'on n'est pas complètement décidé, mais c'est vraiment toute cette je ne sais plus quel terme tu utilisais tout à l'heure Xavier, mais voilà, il faut mettre en marche tout cet écosystème-là et il y a une certaine prise de risque financière qui effectivement est à prendre en compte et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on voit, alors vous avez peut-être entendu parler d'un projet en Suisse avec Hyundai qui a mis sur le marché une centaine de camions avec un modèle de financement très particulier. On voit aussi des acteurs qui se réunissent pour avoir des business models un peu plus créatifs pour justement quelque part essayer d'assumer ce risque. Et que l'ensemble des acteurs de l'écosystème puissent faire leur transition. Donc cette étape-là où on va transitionner les flottes vers l'hydrogène, elle est compliquée, il faut vraiment qu'elle se mette en place en fait. Moi ce que j'aime beaucoup dans votre question, c'est que la question du coût, il s'agit de voir ce qu'on met dedans. Aujourd'hui, est-ce que je mets dedans mon CO2 ? Est-ce que je mets dedans mon indépendance énergétique de demain ? C'est ça la question du coût, avec aussi la question de monter à l'échelle, parce que quand on fera demain 70 fois plus d'engins hydrogène qu'aujourd'hui, bien sûr que la massification aura permis de descendre les coûts unitaires. C'est la question des coûts. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Je pense que ce sera bon. On prend une dernière question. C'est pas plus une question que d'avancer dans le débat, alors de façon peut-être très naïve, etc. Mais quand on parle de questions, il y a un aspect qui est quand même majeur, qui est de dire aujourd'hui, nous sommes dans une trajectoire de décarbonation. Nous cherchons des technologies décarbonées.
On en a certaines, mais elles sont alternatives, intermittentes, les renouvelables, etc. Et qu'on en cherche d'autres. Et l'hydrogène vert en fait partie. Après, il y a toute cette notion de coût derrière, de compétitivité économique dont on parlait, d'industrialisation. Mais avant tout, c'est une technologie qui est verte et qui va venir compléter les manques des actuelles énergies renouvelables, intermittentes aujourd'hui, etc. Au-delà du fait, mais là je laisse les experts se positionner, que l'hydrogène est une molécule en termes d'existant qui est la plus disponible sur Terre aujourd'hui, nonobstant quelques expertises par ailleurs. Voilà. Alors déjà, attention, parce que nous, on est capable de passer toute la nuit à parler d'hydrogène avec vous. Je vais demander à la régie de couper la lumière. Là, vous avez peut-être d'autres projets. La question j'en perds. Ouais, c'est clair. La question sur la compatibilité avec les énergies renouvelables, etc., enfin, c'est une question que Marianne prendrait sans aucun doute, mais il y a une bonne compatibilité entre l'hydrogène et les énergies renouvelables, et les bas carbone, etc. Ouais, donc ça participe, ouais. On est d'accord. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre question. Vous comprenez bien qu'on pourrait faire nocturne, mais voilà, on va s'arrêter là. Merci pour votre présence une fois de plus. Et bonne fin d'Amraï.